C'est ça qui est vraiment dur pour un sportif en fait. Tu seras toujours jugé. Tu peux faire une très belle saison une année, être le meilleur joueur, mais l'année prochaine, il faut encore prouver. Et c'est là que les grands joueurs, LeBron James, Kevin Durant, ou même Evan Fournier, parce que là je parle des joueurs américains, mais les joueurs français, c'est là qu'ils sont forts. Chaque fois, ils vont réitérer leur performance et ça, c'est un autre niveau. On parle beaucoup de tactique, mais il y a ce côté-là aussi de manager une équipe. Quand tu connais bien ton équipe, donc le manager connaissait très bien son équipe, il sait très bien comment il va faire passer les messages. À lui, il peut lui crier dessus. À l'autre, il peut l'insulter. Mais à lui, il faut qu'il prenne, parle tranquillement, non mais tu vois, etc. Tout ça et tout. Et à d'autres, il ne faut même pas qu'il lui parle, juste avec un regard, ça va passer. Ouais. Et ça, quand tu maîtrises ça, tu es injouable. Tu peux récupérer en fait le meilleur de chacun. Salut Issif, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Ouais, très bien, merci. Merci également d'avoir accepté mon invitation. De rien, merci à toi. Je sais que ton planning est très chargé entre basketteur pro, entre ton nouveau métier. Alors, tu vas nous raconter tout ça. Mais avant, j'aimerais que tu puisses te présenter peut-être pour ceux qui te découvrent sur ma chaîne et pendant cette interview. Alors, qui est Issif ? Alors, je m'appelle Issif, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la banlieue parisienne, une ville qui s'appelle Joinville-le-Pont. J'ai été basketteur professionnel et là, aujourd'hui, je suis consultant SEO. Consultant SEO aujourd'hui et basketteur pro. C'est ça. Ok, alors ce qu'on aimerait savoir déjà, première question, c'est comment on devient basketteur pro peut-être. À mon avis, ça peut être intéressant que tu nous racontes cette partie-là. Comment on devient basketteur pro, c'est assez dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Après, en fait, il faut vraiment savoir parce que je sais que avec le sport, on regarde souvent ceux qu'on voit à la télé, mais ceux qu'on voit à la télé en NBA ou en Ligue 1 ou au Real de Madrid, c'est vraiment juste 1% des sportifs, 1% des footballeurs ou 1% des basketteurs. Le reste vont jouer dans les divisions, on va dire, inférieures. Okay. Donc voilà, professionnel, semi-pro, etc. Donc comment on devient, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est du travail, il y a beaucoup des échecs, beaucoup de victoires, heureusement. Ouais. Mais comme partout, que ce soit dans le sport ou ailleurs, c'est le travail. Ok. Tu disais il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de victoires. Est-ce qu'il y a plus l'un que l'autre ou quand même ou pas ? Il y a plus l'un que l'autre. Je dirais que non, je pense que c'est assez équilibré, mais il y a quand même plus de victoires. Parce qu'au final, okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi perso, j'ai commencé le basket avec un ami d'enfance qui s'appelle David Huy. Et en fait, il m'a transmis sa passion. Et du coup, je savais très bien que je voulais faire ça plus tard. Et le fait d'avoir signé mon premier contrat pro, pour moi, je me suis dit, c'est mon rêve qui se réalise. Ah ouais. Donc, t'avais quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, moi, j'ai commencé assez tard, 15-16 ans. Ok. Ouais, j'ai commencé 15-16 ans. Avant, je faisais du foot. J'ai commencé par l'athlétisme. D'accord. C'est la première licence que ma mère m'a payée. Mais en fait, j'ai commencé à 15-16 ans. Et voilà. Et là, en fait, au bout de... parce qu'en fait, avec David, vraiment, on a parcouru tous les terrains de l'Île-de-France, de Paris, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, David, je veux vraiment faire ça. Ok. Et puis voilà, quoi. Il était pro, lui, ou basketteur ? Non, ou pas du juste tout. pour le plaisir ? Ouais, pour le plaisir. Okay. Tu sais, on jouait dans la rue, on jouait dans les playgrounds, comme on dit. Ouais. Et playground de Saint-Maurice. D'accord, ouais. Donc voilà. Et puis voilà. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Et puis vraiment, il m'a transmis sa passion. C'était des journées où on allait chez lui, on regardait des vidéos de basket. Ah ouais. On prenait le ballon, on allait sur le playground, on jouait jusqu'à pas d'heure. Et même quand il faisait froid, tu sais, t'avais les mains dans les poches, on allait quand même sur le terrain de basket. Et puis voilà, quoi. Incroyable. Incroyable, honnêtement incroyable. Ouais. Et peut-être peux-tu nous raconter, avant de signer ton premier contrat pro, 16-17 ans, c'est ça ? J'ai signé mon premier contrat pro, j'avais 20 ans. 20 ans ? Ouais. Alors, c'est à 16-17 ans que tu as commencé le basket plutôt ? Exactement, j'ai commencé à 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en 4 ans, tu as réussi à passer de débutant amateur à premier contrat ? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Qu'est-ce qui se joue pour toi à ce moment-là, pendant ces 4 années-là ? À ce moment-là, en fait, ce qui se joue, c'est de progresser le plus vite possible. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui ont commencé plus tôt que moi. Et au final, ils ont peut-être plus de technique que moi. Mais moi, j'ai quand même la détermination. Ah. Donc voilà. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment beaucoup de travail. Et, j'étais un fou de basket, quoi. Mais ça, je pouvais mourir basket, quoi. Ouais. Donc manger basket, vivre basket. Exactement. Parler basket. Honnêtement, j'achetais tous les magazines. j'étais vraiment j'étais vraiment un passionné. Bon, je suis un passionné encore, mais là, à cette époque-là, c'était plus, quoi. Ok. Ouais. Ok. C'est comme si, finalement, avec toute l'énergie et la détermination que tu avais mis pendant ces 4 ans-là, tu avais peut-être un peu rattrapé ton retard, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'en fait, en gros, je faisais des trucs. En fait, je regardais beaucoup de vidéos. Je répétais beaucoup les mouvements. Moi, j'ai grandi à Joinville. Ouais. Et en fait, il y avait un terrain de basket. Donc, chaque soir, que je finissais mes devoirs, j'allais au terrain de basket. D'accord. Tout le temps. J'allais tout le temps, etc. Je répétais les mouvements que les autres faisaient, etc. Et en fait, dans ma tête, je me disais que, en fait, je mettais en parallèle l'INSEP, parce que l'INSEP est à côté à Vincennes. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé le basket à Charenton. D'accord. Donc, on sait très bien que l'INSEP, en fait, c'est là où il y a les meilleurs joueurs de notre génération de France qui sont là-bas. Okay. Donc, du coup, on m'avait dit, ouais, ils s'entraînent tous les jours et tout. Donc, je me suis dit, moi aussi, il faut que je m'entraîne tous les jours. Bon, c'est pas les mêmes entraînements, pas les mêmes coachs. Bien sûr. Mais voilà, je me suis mis en tête là, ouais, il faut que vraiment j'aille tous les jours m'entraîner, etc. Tout ça et tout. Donc, voilà, quoi. Ok. Ce qui est assez incroyable dans ce que tu me racontes, c'est que j'ai l'impression que tu as fait ça seul pendant ces 4 ans. Non, j'ai pas fait ça seul. Non, j'ai pas fait ça seul. En fait, c'est que, comme je t'ai dit, celui-là qui m'a transmis sa passion, c'est David. D'accord. Vraiment que je remercie. Je le remercierai toute ma vie, vraiment pour ça, parce que le basket a quand même guidé ma vie. Et après, en fait, en gros, j'ai commencé le basket à Charenton. Ouais. Donc à Charenton, j'ai fait 2 ans là-bas. Et en fait, j'avais. Quel âge t'avais là? 16, là, 17 j'avais. Un peu plus. Ouais, j'ai commencé à avoir 16. Ouais. Ah, 16 ans, ok. Ouais. Et en fait, très vite, en fait, je voulais partir en centre de formation. Très vite. Ok. Ah ouais, c'était vraiment l'objectif. Là, je me suis dit, bon, je suis à Charenton. Et à Charenton, c'est l'un des meilleurs clubs jeunes en Île-de-France. D'accord. Donc, toi, c'est ce que tu voulais, mais ton coach, qu'est-ce qu'il voulait pour toi à ce moment-là? Mon coach à ce moment-là, en fait, en gros, les coachs, en fait, c'est Lionel Leblanc que je salue. En fait, c'est vraiment en fait de la formation. Donc, en fait, sois prêt, travaille tous tes fondamentaux, etc., tout ça et tout. Mais en fait, nous, en tant que jeunes, des fois, on veut vraiment brûler les étapes. Et en fait, quand on a un truc en tête, on veut vraiment y arriver. Donc, moi, c'était vraiment son information. Donc, du bouche à oreille avec des gars de l'équipe, ils disaient ouais, il y a des essais qui se font dans la région parisienne. Okay. Donc il y a beaucoup de centres de formation d'équipes de première division de Pro A, Le Mans, Strasbourg, Lasvel, Pau. Okay. Donc j'ai dit on y va. Donc je suis parti avec 2-3 joueurs de l'équipe et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis et vous avez fait les tests en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. En fait, on est plein de joueurs de la région parisienne. Ok. Et en fait, on fait des matchs, des exos, etc. Tout ça et tout. Et t'as tous les coachs qui sont assis, qui regardent. C'est un peu bizarre. Qui regardent, etc. Qui notent des trucs, qui parlent entre eux et tout. Et en fait, le responsable du centre de formation de Strasbourg est venu me voir à la fin. Il dit, j'aime beaucoup, etc. C'est quoi ton numéro et tout? Est-ce que tu as un agent? Non, j'ai pas d'agent, etc. Tout ça et tout. Je vais te recontacter, on trouvera, etc. Un moment pour s'appeler, pour échanger. Donc, il m'appelle. Strasbourg, hein. Strasbourg. Il m'appelle et du coup, en fait, je lui passe ma mère. Et ma mère qui dit non, il ira pas. Ouais. Il viendra pas, il faut qu'il passe son bac. Extraordinaire. Il faut qu'il passe son bac. Voilà, pour moi, les études, c'est très, très important. Donc, il partira pas. Comment t'as réagi à ce moment-là? Là, c'est là. Ta mère, c'est ton ennemi, là. Ah ouais, là. Alors là, je peux dire, on se parlait même plus, hein. Alors là, il y avait, et puis voilà, donc c'était très dur. Ouais. Et, non, parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, avec du recul, maintenant que vu que je suis père, tu comprends tout à fait. Même avant d'être père, tu comprends. Mais, à l'instant T, là, ta maman, c'est ton ennemi. Ouais, d'accord. Et puis voilà, et en fait, il y avait un plan B. Donc, le plan B, c'est qu'en fait, je faisais des essais dans un club qui était Levallois. D'accord. Qui était à l'époque en 2e division, en Pro B. Et du coup, le coach avait beaucoup apprécié quand j'ai fait les essais. Donc, il m'a contacté. Il est venu jusqu'à Joinville, à la maison. Ok. Donc, il est venu et tout avec l'assistant coach. Ils ont parlé à ma mère et tout. Et ma mère, elle a dit, si c'est pas loin, il n'y a pas de souci. Au moins, j'ai un œil sur lui, etc. Ouais, c'est donc, c'est comme ça que je suis parti. En fait, l'objectif, c'était de m'entraîner avec les joueurs seniors. Ok. Donc, les Pro B. De jouer avec les joueurs de ma catégorie en championnat de France. D'accord. Et aussi de parfois faire des matchs avec l'équipe de réserve qui joue en pré-national. Donc pré-national, c'est la 5e ou 6e division de tête. Okay. Donc voilà. Donc c'était vraiment un objectif, un process pour que je progresse. Et c'était aussi un compromis avec maman, de ce que je comprends. C'était un compromis avec maman parce qu'il fallait que je parte. Je voulais vraiment partir parce que c'était vraiment mon ambition, quoi. C'était vraiment l'objectif. Le but, c'était que je devienne pro et qu'il fallait que je progresse. Okay. Donc ça, elle a bien compris. Mais vu que j'étais allé j'étais pas loin, donc voilà. Et est-ce que tu as eu ton bac? Oui, j'ai eu mon bac, avec mention. Pour faire plaisir à maman et pour lui rappeler des bons souvenirs, quand même. Exactement. Ouais, j'ai eu mon bac, ouais. Bravo pour après, ça. J'étais un peu obligé quand même parce que là, t'avais la pression, là. Sinon, il n'y avait plus de basket, je crois. Exactement. Donc voilà, j'étais à Levallois, je suis resté 1 an. Ok.
Et après, j'ai redemandé le coach de Strasbourg est revenu. Ah, il est revenu, ok. Il est revenu et puis ma mère, elle a dit ok, bon, c'est bon, tu peux y aller. D'accord. Et là, je suis parti à Strasbourg. Quel âge t'as là à ce moment-là? Strasbourg, je pars, j'ai 18 ans. 18 ans, ok. T'arrives à Strasbourg, j'imagine tout seul? Tout seul. David n'est plus là? À ce moment-là. David n'est plus là. Ok. David n'est plus là, tout seul. En fait, là, je change de vie. Je vis avec ma mère depuis ma naissance. Bien sûr. Et là, j'arrive, j'ai mon appartement, j'ai un petit studio. Et puis voilà quoi. Indépendance totale. Indépendance totale. Là, c'est très dur au début. Ah, c'est très dur. Okay. Pour ma mère et pour moi. Ouais. Voilà. Donc voilà, très dur. Nouvel environnement. Il y avait aussi un pacte avec les dirigeants qu'il fallait que je continue à aller à la fac. Okay. Donc voilà. Donc c'était vraiment un rythme assez soutenu et un nouvel environnement. Voilà. Je sors de la région parisienne, je vais à Strasbourg que je connais pas et tout, etc. Bien sûr. Mais en fait, j'ai été très bien accueilli là-bas. Ok. Donc tu as été bien accueilli, mais comment ça s'est passé pour toi ensuite les premiers mois au niveau peut-être du basket? Est-ce que tu as continué à t'épanouir, à progresser? Alors, ouais, j'ai continué à m'épanouir, à progresser, mais là, en fait, tu rentres directement dans la compétition. Tu sens, en fait, que... je sais pas comment dire ça, mais en fait, tu as un produit. Tu le sens, en fait. C'est que tu as un produit, ça veut dire qu'en fait, en gros, un jour, je m'en souviens, il y avait un joueur pro qui était blessé, et on m'appelle. Donc là, c'est avec l'équipe pro. On me dit, ouais, si, il faut que tu viennes remplacer le joueur. Donc là, je me suis dit, ah ouais, s'il m'appelle, c'est que... ils ont vraiment besoin. Voilà, ils ont vraiment besoin, ils ont vraiment envie que je fasse en fait partie des petits papiers. Donc voilà, et puis donc ouais, tu sens directement, tu sens la compétition, tu sens qu'après les matchs, quand tu joues pas bien, tu as des réflexions. Tu sens en fait le coach qui te met la pression pour voir en fait si tu arrives à l'accepter. Donc voilà, donc en fait c'est très dur parce qu'en fait moi quand je jouais en fait en gros quand je jouais à Levallois, je dominais. Et là, tu arrives dans un truc où tu domines moins et tu vas jouer chaque week-end contre des équipes et il y a des top joueurs en face, tu vois. Donc voilà quoi. Donc c'est un changement, c'est assez dur. Allier les études avec le sport aussi, donc voilà quoi. Qu'est-ce qui est dur pour toi à ce moment-là? Tu parlais de pression, tu parlais d'environnement. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus dur peut-être à ce moment-là pour toi? Ou peut-être une anecdote que tu aimerais nous raconter? Le plus dur en fait, c'est vraiment en fait alors, tu vois, en fait, quand je jouais à Levallois, si je faisais un mauvais match, je pouvais rentrer voir mes amis. Ah, donc le côté réconfort peut-être un peu? Le côté mes amis et ma famille, bien sûr. Et là, il n'y a pas de réconfort. Et en fait, en gros, là, il faut vraiment en fait, switcher. T'as fait un mauvais match, le prochain, là, il faut que tu donnes tout. Tu n'as pas le prochain match, c'est pas grave. Le prochain. Et voilà, après, ton esprit flanche aussi. Hein, parce que voilà... tombes sur des joueurs qui sont plus forts que toi, tu te dis purée, j'ai pas le niveau, etc. Tout ça et tout. Tu te remets en question. Donc en fait. voilà, tu te remets en question des fois. Après, t'as un coup de boost quand tu fais un bon match. Ah bah, t'es le meilleur joueur du championnat. Bref, c'est les montagnes russes. Okay. Mais vraiment, c'est un bel apprentissage quand même. Ok. Strasbourg, tu y restes combien de temps? Strasbourg, j'y reste 4 ans et demi. Donc, je signe mon premier contrat pro là-bas. Je reste 1 an et demi. Et après, j'étais en quête de temps de jeu. Okay. Donc voilà, avec le club, on trouve un compromis pour qu'on me prête. Et je vais jouer à Boulazac. D'accord. Donc, tu connais pas? Non, je connais pas. Petite ville à côté de Périgueux. Ok. Donc, l'anecdote, c'est que quand mon agent m'appelle, il me dit voilà, il y a Boulazac qui est intéressé, il faut que tu ailles faire des essais là-bas. Ouais. Je fais Strasbourg-Boulazac. Je tape Strasbourg-Boulazac en train. Aucune réponse. Aucun résultat. Ok. Je dis, mais c'est bizarre. J'appelle mon agent, je dis, mais je comprends pas, la ville, elle existe ou pas? Et il me dit, non, en fait, il faut que tu mettes Périgueux. Donc voilà, je mets Strasbourg-Périgueux, et là, je dis, ah, ok, d'accord. Donc j'arrive là-bas, et puis voilà, encore, tu changes d'environnement encore. Là, je suis resté quand même 4 ans et demi, donc entre les amis de la fac, les coéquipiers, les années que je me suis fait, tout simplement, etc., même, je me suis habitué à la ville. Ah oui. Voilà, on change, je vais à Périgueux et puis voilà, en fait, le truc c'est que j'avais besoin de temps de jeu. Donc là, lors des essais, j'y donne tout pour vraiment qu'on me prenne et que je puisse jouer, quoi. Donc voilà. Donc ça se passe bien et puis voilà. Donc le club, je m'en souviens que le coach, il me dit, t'es sûr de vouloir partir? J'ai dit, ouais, je veux partir, il faut que je joue. Donc voilà, quoi. Parce que de ce que je comprends, il y avait peut-être une différence de niveau entre les deux clubs. Oui, parce qu'en fait, Strasbourg est en première division et Boulazac est en deuxième division.
D'accord. Donc voilà. Première division, c'est la division la plus haute. C'est exactement. Oh, Pro ok. A, c'était avant. Maintenant, je crois que ça s'appelle JP. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais voilà. D'accord. Première division. Voilà. Ok. C'est Ok. la division la plus haute. Et donc l'autre club, il était en combien? En deuxième En division. deuxième div. Ok. C'est ça, ouais. Mais là, par contre, tu avais plus de temps de jeu. C'est ça. J'avais plus de temps de jeu, exactement. Je pouvais plus m'exprimer. En plus, c'était, tu sais, c'était une petite ville, donc il y avait beaucoup de supporters. Ok. C'était une très belle salle. Et en fait, c'est genre, tu vas acheter ton pain. Ah ben bon match samedi. Ah oui. Tu vois, c'était vraiment ça. Tu vois, alors Ok. que tu sors de Strasbourg, il y a le football, il y a Oui. plein de sports. Et puis c'est une grande ville. Hmm. Donc voilà, mais là vraiment, bon match samedi, est-ce que tu as des places pour le match des samedis, etc. Ma fille veut prendre une photo avec toi et tout. Donc là, c'est vraiment petit. Donc en fait, Ok. tout le monde se connaît, on te reconnaît directement. D'accord. Donc, Comment tu le vis, ça? je le vis bien. Parce que au final, ça fait bizarre au début. Ouais. Donc on te reconnaît et tout. Mais après, c'est qu'au final, tu te dis, j'ai travaillé pour ça en fait. J'ai travaillé pour ça. Et puis ça veut dire que si les gens me reconnaissent, c'est que j'ai bien joué. Hmm. Il y a ça aussi. Et J'ai comment- fait un bon match, je les ai marqués, etc. Donc Et est-ce que c'est déjà arrivé que tu joues mal? Pour savoir comment ils t'accueillent après. oui, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Mais Ça non, va, mais ça- ils étaient sympas, c'était pas. non, ça va. Après, c'est plus la presse. Ah, c'est plus. La presse. Ah ouais, la presse, ils sont. Voilà, la presse, en fait, en gros, en fait, je m'en souviens, c'est plutôt quand je jouais à Strasbourg et même à Boulazac, c'est qu'en fait, il y avait une presse locale et ils notaient les joueurs. Ah, aïe, 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 aïe. Comme l'équipe avec. Voilà, les comme matchs qu'on peut l'équipe, voir à la télé. exactement. Donc, quand tu vois que t'as 1 sur 10, tu te dis, Ça t'est déjà arrivé, ouais. qui a écrit ça, quoi? Non, c'est déjà, oui, il y a des matchs, en fait, où tu passes à travers. Côté, ouais. Mais en fait, c'est que, tu sais, par exemple, là, avec mon œil actuel, c'est que quand je vois un match de basket, du coup, quand je vois un joueur qui joue mal et que j'entends dans les tribunes, ouais, mais il est nul, etc., tout ça et tout, moi, j'étais à la place de ce joueur-là. Donc, je sais par quoi il est passé. Peut-être qu'en fait, il vient d'avoir un enfant, il n'a pas dormi, peut-être qu'il a la gastro, peut-être qu'il sort d'une blessure. Il y a plein de facteurs. Donc, voilà. Attention, des fois, il n'y a aucun facteur, t'as été mauvais. Donc, voilà, c'est pas pour, voilà. Ouais, T'as été je comprends. mauvais, voilà, t'as pas mis un Ça peut tir, arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Mais en fait, il y a des facteurs aussi qui jouent. Donc voilà, mais oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises notes et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des bonnes notes. Ah bah mais oui, voilà. j'imagine. Mais ouais, c'est vraiment, c'est de lire ça, des fois, tu veux pas lire. Ouais. Est-ce que au final, ça a été ta stratégie de dire je lis plus? Si, parce qu'en Quand fait, même, ma mère, elle voulait toujours avoir les, Ah. tu sais, les articles, tout ça, etc. Donc des fois, j'étais en photo, mais j'ai pas bien joué. Donc il fallait prendre le bon angle de la Fallait photo. couper, Il fallait couper. Voilà, C'est ça, la fallait technique. couper, tomber D'accord. par lettre, etc. tout ça et tout. Donc, donc voilà. Mais ouais, non, c'est ça qui est vraiment dur pour un sportif, en fait. Vraiment, c'est qu'au final, tu seras toujours jugé par ta Toujours prestation. Il faut toujours prouver. Tu peux faire une très belle saison une année, être le meilleur joueur, mais l'année prochaine, il faut encore prouver. Et c'est là que les grands joueurs, donc LeBron James, Kevin Durant, ou même Evan Fournier, parce que là je parle des joueurs américains, mais les joueurs français, c'est là qu'ils sont forts en fait. C'est qu'en fait, à chaque fois, ils vont réitérer une performance, et ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, Ah ça. bah oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Et à ton niveau, toi, comment t'as fait pour gérer justement cette pression, ces montagnes russes? Ça a été quoi ton truc à toi? Alors, tu m'as parlé de switcher tout à l'heure. Ouais. Peut-être ça peut être intéressant que tu nous expliques le processus que tu as mis en place pour réussir à switcher, parce que je pense que t'as pas switché comme ça du jour au lendemain. Switcher, c'est-à-dire Quand tu disais tout à l'heure, il faut être capable de switcher quand justement tu fais un mauvais match, Ah oui, et qu'il faut être capable de se dire le prochain il sera bon. ouais. Comment on s'y prend? Parce que ça c'est intéressant notamment pour ceux qui nous écoutent, pour les Mm. entrepreneurs qui font par exemple une mauvaise performance liée à la vente, Bien sûr. liée même à un service qu'ils rendent à leurs clients. C'est de se dire, c'est de pas se dire justement, en fait je suis nul. C'est plutôt de se dire comment je vais faire la prochaine fois. Donc c'est ça qui pourrait être Ouais, intéressant. mais c'est une très bonne question. C'est qu'en fait, en gros, le switch, en fait, en gros, c'est ton mental. Tu joues avec ton mental. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ton mental, c'est des montagnes russes. Mais en fait, c'est que moi, je me disais qu'en fait, si je suis dans l'équipe, c'est qu'en fait, ils ont voulu que je sois dans l'équipe. Dans tous les cas, ils connaissent mes qualités. Donc, ok, je peux pas faire un mauvais match, mais il faut que je travaille pour refaire un bon match. Donc, en fait, c'est que des fois, en fait, par exemple, on joue le samedi, je peux pas faire un bon match, le dimanche, je vais à la salle, je vais shooter. Ok. Voilà. T'entraîner, c'est ça. M'entraîner, etc. Et pour me rassurer. Voilà, j'ai raté 15 shoots hier, entre guillemets. Là, je vais refaire les 15 shoots et je vais en marquer la moitié ou je vais marquer les 15. Juste pour me rassurer, etc. Après, voilà. Après, il y a aussi le rôle de l'assistant coach qui est important. Qui vient te voir, qui est le lien entre le coach et les joueurs. D'accord. Donc, il va venir te voir, pour voir comment tu vas, etc. Tout ça et tout. Donc, voilà. Et lui aussi, son but, c'est vraiment aussi d'être positif avec toi parce que si tu es bon, on a des grandes chances de gagner.
Si chaque joueur d'une équipe est bon, on a des grandes chances de gagner. Ok. Donc voilà, donc il y a ce travail-là. Et après aussi, il y a un travail aussi que j'ai fait une année, l'année où je jouais à Fos-sur-Mer, où je me suis blessé. Donc on pourra en parler après. Ouais. Mais où j'ai eu un coach mental. D'accord. Et bénéfique. Ah ouais, bénéfique. Et moi, je sais très bien que mes enfants, en fait, même s'ils font pas de sport, c'est même pas un problème. Quand ils seront ados ou un peu avant, je pense qu'ils auront, je prendrai un coach mental pour eux. Parce que c'est tellement important. Parce qu'en fait, le cerveau, il fait tout. Il fait tout, en fait. Et en gros, tu peux devenir un tueur juste en entendant des mots. Ah bah ouais, tu peux devenir un tueur juste avec des mots et avec des images. Et là, tu sors de la chambre et là, tu dis, la personne en face de moi, soit elle marquera pas un panier, ou soit la personne en face de moi, elle pourra pas m'arrêter. Voilà. Donc voilà. T'en parles comme si que tu l'avais vécu, justement. Ouais. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous partages, peut-être si tu t'en souviens, des mots ou des images que ton coach mental ou que quelqu'un t'a transmis, peut-être un coach tout court, pour que justement tu deviennes inarrêtable. Alors, petite histoire, c'est qu'en 2013, en fait, il y avait la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je suis d'origine ivoirienne, mes parents sont ivoiriens. Et en fait, pour moi, c'était un objectif de jouer avec la Côte d'Ivoire. Et en plus, cette compétition se passe dans le pays d'origine de mes parents. D'accord. Donc, c'était un objectif, voilà. Et du coup, en fait, en gros, pendant la préparation, il y a un manager qui vient me voir, qui me dit, ouais, Issif, voilà, le président, pas très chaud que tu sois dans l'équipe, quoi. Ah ouais, il te le dit comme ça, ok. Il parle beaucoup sur toi et tout, etc. Tout ça et tout. J'ai dit, putain. Ok. T'avais déjà fait la performance ou c'était vraiment le début? Non, en fait, là, c'est la préparation. Préparation. Ça veut dire qu'en fait, c'est la préparation. On est, par exemple, 18 joueurs. D'accord. Et l'effectif doit être réduit à 12 joueurs. Ah, et c'est à ce moment-là qu'ils viennent voir. Ils viennent voir à ce moment-là. Donc, je suis dans la chambre d'hôtel et là, il vient me voir et tout. J'ai dit, purée. Ok. Donc, j'appelle 2 personnes. Ma mère. Mais pas pour voilà, je dis ouais mais ça va bien, etc. Tout ça et tout, ouais c'est un peu dur, tu vois, etc. Elle va trouver les mots, mais les mots d'une mère sont fortes, les mamans, quand même. Voilà, c'est les mots d'une mère et on en a besoin, bien sûr, voilà, quoi qu'il arrive. Après, j'appelle mon coach mental, donc je lui dis ouais voilà, le président il n'est pas très chaud. Il m'a dit, mais Issif, vous êtes combien là? 18. Mais t'es encore là. Donc pourquoi tu m'appelles? Moi, je sais que tu seras dans l'équipe. Je lui ai dit, ouais, mais tu sais, il a commencé à mettre des bâtons dans les roues, etc. Tout ça et tout. Il m'a dit, fais-en plus que les autres et ça va passer. Il m'a dit, tu peux pas abandonner maintenant. Tu as fait une saison à Fos-sur-Mer où tu étais blessé la moitié de la saison. Tu as quand même été sélectionné. Donc, c'est déjà une victoire. Donc, il m'a dit, mais l'autre victoire, c'est d'être dans l'équipe. Donc, quand tu me rappelles, c'est que tu seras dans l'équipe. C'est bon, maintenant c'est la bonne nouvelle. Exactement. Énorme. Et ça t'a motivé? Et voilà, après, il m'envoie un message en me disant voilà, que t'es comme un lion en cage. On ouvre la cage, tu sors, il faut que tu défonces tout le monde. Ah, donc okay. Voilà. Ça, c'était voilà. le cerise sur le gâteau. Voilà, un petit message et tout. Voilà, et il m'a dit, te prends pas la tête, ça va le faire. Et est-ce que tu as confiance en toi? Si tu me dis non, tu vas voir le président, tu dis que tu vas partir. Donc, j'ai dit, si j'ai confiance en moi, tu m'envoies un message quand tu seras dans l'équipe. Voilà. Et là, du coup, en fait, pour t'expliquer un peu comment c'est que, en fait, on avait 2 entraînements par jour. D'accord. Donc, on s'entraînait dans une petite ville en Espagne qui s'appelle Palencia. Je crois que c'est à 3 heures de Madrid. Et donc, du coup, mes entraînements sont vraiment intenses. Mais c'est intense, d'une intensité, parce qu'en final, on prépare une Coupe d'Afrique. Donc, tu as beaucoup de choses à travailler. Et puis voilà, quoi, tout simplement. C'était l'entraînement le plus intense que tu aies jamais fait? Oui, parce qu'en fait, nous, en tant que les joueurs d'origine africaine, on est connus pour que ce soit un jeu physique. D'accord. Physique, etc., très rugueux. Donc voilà. Et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, entre les entraînements, tout le monde faisait des siestes parce qu'on était tellement épuisés. Je me suis dit, je vais pas faire la sieste. J'ai appelé l'assistant coach qui était, en fait, on avait 2 coachs qui étaient espagnols. Donc le coach et l'assistant coach. J'ai dit, ouais, Raoul, voilà, il faut que je m'entraîne. Il me dit, pas de souci. Moi, je suis là. Je suis parti et je m'entraînais. Et en fait, quand je finissais l'entraînement, en fait, les autres arrivaient à l'entraînement. Et toi, donc, tu te réentraînais avec eux? Je me réentraînais encore avec eux. Waouh. Ça a duré combien de jours, ça? Ça a duré 3-4 jours. Waouh. Je fais ça, boum, boum. Et puis, du coup, on fait les matchs amicaux. Ça se passe assez bien. Et puis, le dernier match amical qu'on fait, c'est contre le Venezuela. Je fais un très bon match.
très bon match. Voilà, tu sais, j'avais relâché la pression. Ouais. En fait, le truc, c'est que en fait, moi, mon but, c'était vraiment de fermer la bouche du président. Voilà, c'était aussi simple que ça, tu vois. Ok. Donc voilà, donc j'ai fait un bon match. Et s'il veut pas me prendre, ben ouais, pas de souci. De toute façon, c'est pas lui qui va choisir, c'est l'entraîneur. Et puis à la fin, le coach il fait le speech et il dit voilà, l'équipe qui sera là, celle qui va à Abidjan. Magnifique. Magnifique. Donc Tu ressens quoi, ça? hein, fierté. Fierté, ouais. Fierté, là tu le dis en fait, parce qu'en fait ma mère, tu sais, c'est une communauté, tu vois. Donc ma mère a dit oui, mon fils c'est dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Elle a déjà annoncé la couleur. Incroyable. Donc t'es obligé quand même de, bien sûr, voilà, donc, d'assurer en fait. t'es obligé. Ouais, je comprends. Donc non, fierté et puis voilà, et en plus dans cette équipe-là il y avait quand même des gros joueurs, des joueurs. Je pense à Philippe Amago. D'accord. Qui a été qui est une légende de la première division du championnat français. Okay. Donc voilà, en fait voilà, entouré de ces joueurs-là, etc. Tu te dis je suis parti de cette équipe-là, donc c'est magique. Magnifique. Mais c'est le début. Il y a d'autres choses. En fait, c'est toujours comme ça. En fait, t'as une victoire et ça continue. Ouais. Il y a encore une victoire, etc. Ça recommence toujours, quoi. Ok. Alors peut-être avant d'aller un peu plus loin, j'ai une question à te poser. Maintenant, Dis-moi. avec le recul, est-ce que tu crois que le manager ou le directeur, enfin comment tu l'as appelé, le président, c'était le manager ou le président dans l'équipe de Côte d'Ivoire, est-ce que tu crois qu'ils ont fait exprès de te... Je vais te dire la vérité, c'est que le manager, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis que je jouais à Strasbourg. Ok. Et en fait, lui, en gros, il était gestionnaire patrimoine. Et un jour, il a dit non, il y a trop de joueurs ivoiriens qui sont très bons. Et moi, je vais faire une équipe. D'accord. Et reconversion. Et je suis sûr qu'on fera des grands résultats. Il fait ça. Au bout d'un an, il construit une équipe. Donc ça, c'était avant la CAN en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique. En 2009, on va en Libye. Donc là, à cette époque-là, c'était avant de signer mon premier contrat pro. D'accord. Donc là, je reviens en arrière. Ouais. Donc il me dit, tu veux être dans l'équipe? Je dis, bah ouais, carrément. Donc on y va. Et la Coupe d'Afrique est en Libye. On arrive vice-champion d'Afrique. Et l'année d'après, en 2010, on fait la Coupe du Monde en Turquie. Je suis encore dans l'équipe. Incroyable. Et là, je joue contre des stars NBA, etc. Tout ça et tout. Donc, pour te dire qu'au final, tu vois, même lui, tu vois, en termes de mindset, c'est incroyable ce qu'il a fait, le switch qu'il a fait. Et puis, il a dit, c'est sûr que je vais y arriver. Boum. Et il a réussi. Super intéressant. Voilà. Et en fait, vu qu'on se connaissait, je pense qu'il est venu me voir pour me faire flipper, mais en se disant que je le connais. Ouais. Ou je sais pas si je le connais ou je le connais pas, mais je préfère lui dire ça. Et comme ça, au moins, il sait. Tu vois. Ouais. Mais après, je pense que c'était un petit coup de pression aussi à mettre. Réveille-toi là. Tu vois, réveille-toi là. C'est le moment où il faut que tu passes la 5e, voire la 6e. Parce que d'un point de vue managérial, parce que pour moi c'est un sujet qui est passionnant aussi de ce côté-là, sur l'influence justement de comment est-ce qu'on tire le meilleur potentiel de son collaborateur ou de son équipe. Pour moi, c'est très, très, très intéressant à observer finalement ce qu'il a fait parce qu'il a réussi à tirer le meilleur de toi. Peut-être à un moment où tu étais un peu moins bien et il t'a fait revenir à un top niveau qui a fait que pendant 4 jours d'affilée, tu t'es entraîné 10 fois plus même que les autres. Exactement. Et en fait, c'est là que je trouve en fait que ce soit un coach ou même un manager, en fait, en gros, plus un entraîneur, en fait, c'est que on parle beaucoup de tactique, mais il y a ce côté-là aussi de manager une équipe. Et en fait, je pense qu'il y a quand tu connais bien ton équipe, donc le manager connaissait très bien son équipe, il sait très bien comment il va faire passer les messages. À lui, il peut lui crier dessus. À l'autre, il peut l'insulter. Mais à lui, il faut qu'il prenne, qu'il parle tranquillement. Non, mais tu vois, etc. Tout ça et tout. Et à d'autres, il faut même pas qu'il lui parle. Juste avec un regard, ça va passer. Et ça, pour moi, en fait, quand tu maîtrises ça, t'es injouable. Tu peux, en fait, récupérer, en fait, le meilleur de chacun. Ouais, super intéressant. Tu dirais que c'est le manager qui t'a le plus marqué? Ah bah, carrément. Ouais. Ah bah oui, mais il a un talent, il est très fort. Parce que justement, il arrive à faire ce que tu viens de décrire. Exactement, il arrive très bien à le faire et en fait, il sait piquer les gens. Il sait en fait, moi perso, on se connaît depuis très longtemps et un jour, il m'avait dit une phrase. C'est un joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il m'avait dit, tu sais que lui, s'il avait la même taille que toi et ton âge, il serait en NBA. Tu vois, mais en fait, ça c'est vraiment en fait, donc tu le prends en pleine face. Ouais. Comment tu réagis? Moi, j'ai mal réagi, logiquement, tu vois. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais n'importe quoi, etc. Tu vois, et tout. Mais c'est très bien qu'après, moi, j'ai ruminé après, tu vois. Et je me suis dit, purée, en fait, il veut que je bosse, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est son moyen à lui pour te motiver. Exactement. En fait. Et peut-être qu'à d'autres, il aurait fait différemment.
Donc voilà. Et ce qui est très intéressant à travers ce que tu partages, c'est que moi je défends beaucoup la notion de considération. Parce que je pars du principe qu'un excellent manager, c'est celui qui a les compétences et de la considération pour ses équipes. Et en fait, ce qui est intéressant à travers ce que tu exprimes, c'est qu'il t'a considéré à travers sa manière de s'exprimer avec toi, puisqu'il a pris en compte ta personnalité. Exactement. Pour te motiver. Exactement. Parce que par exemple, si t'avais dit oui, tu peux faire un effort, tu peux travailler un peu plus, ça n'a pas marché. Pas sûr que ça... Bah non. Tu peux faire un peu plus, mais non, je fais déjà plus. Tu vois, en fait, c'est que peut-être on a de la répartie, on répond, et puis des fois, quand ton ego est touché, ben tu réponds différemment. Bien sûr. Donc voilà, non, c'est pour moi c'est il y a les deux casquettes et quand tu les maîtrises, t'es injouable. Ouais. Et avec ton expérience et ton recul, il y a une phrase que je lis souvent et j'aimerais la confronter avec toi pour savoir ton avis, toi qui a été dans cet environnement-là. C'est on dit on joue en match de la même manière qu'on s'entraîne. Est-ce que ça c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Et exactement. Ok. Exactement. En fait, en gros, si en fait, tu sais, en fait, le sport en général, c'est de la répétition. Tu fais tout le temps la même chose. Que ce soit du volley, tu vas faire les smash, les réceptions. Que ce soit le foot, tu fais des passes, tu fais des centres. Que ce soit le basket, tu fais des tirs, etc. Donc, plus tu répètes, et plus en match, quand tu vas rater, tu vas dire j'ai raté parce que j'ai pas fait ça. À force de répéter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends mieux en fait pourquoi tu rates. Exactement, tu comprends mieux pourquoi tu rates, tu vois. Et voilà en fait. Et donc du coup, si tu t'entraînes à fond, à 100%, bah un match en fait, même à 110%. Oui, c'est plutôt 110 pour toi. En match, quand tu vas arriver, ben en fait, tu vas savoir que je suis pas à fond. Il faut que je me mette à fond si je veux bien jouer ou avoir des résultats. Donc voilà en fait. Donc en fait, c'est que au fur et à mesure de ta carrière, tu vas te connaître. Tu vas connaître ton corps. Ok. Tu vas même savoir en fait, même tu connais personnellement. Quand tu fais un mauvais match, tu sais comment tu réagis. Tu sais très bien quand tu es dans une pente descendante et là vraiment t'es plus bactère, le coach t'a crié dessus, tes coéquipiers ils ont dit ouais c'était ta faute, etc. Bon là j'abuse, mais voilà, t'es très bas et en fait en gros donc tu as vécu beaucoup de choses et en fait en gros ben ton esprit en fait il va dire bah là il faut que tu fasses ça pour te relever. Ok. Donc voilà. C'est ça qui te permet effectivement de te relever quand tu te connais suffisamment bien. Si exactement, c'est ça. Et en fait, donc s'entraîner comme on joue, c'est exactement, c'est juridique. Ok. Et il y avait une deuxième théorie liée à ça, Vas-y. qui à mon avis peut être intéressante à confronter avec toi. C'est que en fait la pression peut soit amplifier tes compétences, soit au contraire les liquéfier. Ouais, je suis d'accord. Bah regarde. J'en reviens à cette Coupe d'Afrique. Donc, premier match d'ouverture, on joue contre l'Algérie. Pour te dire, en France, j'ai joué dans des salles où maxi 6 000, 7 000 personnes. D'accord. Maxi, ouais. À Strasbourg, c'était 6 000 Orénus, je crois. Là, j'arrive. On joue dans une salle, je oublie le nom de la salle, à Abidjan. Et donc, du coup, je crois qu'il y a 10 000 personnes. Donc, plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Premier point. Deuxième point, quand on rentre sur la salle, les oreilles sifflent, tout le monde crie. Tes oreilles sifflent. Et là, en fait, tu sens une atmosphère, mais en fait, tu as l'impression qu'en fait, tout le monde va tomber sur toi. Moi, c'est l'impression que j'avais. Et clairement, contre le match de l'Algérie, j'ai eu peur. Okay. Ah, clairement. Okay. Mais clairement. Honnêtement, j'étais pas prêt à ça, etc. Le rythme, quand on marquait un panier, on dirait qu'on mettait un but. C'était incroyable. L'ambiance et tout. Et à la fin du match, en fait, tu sais, on a une page, surtout sur Internet, une page où les supporters peuvent s'exprimer, etc. Et tout. Vous avez gagné ou vous avez perdu? On a gagné. D'accord. Et il y a un supporter, plein de supporters qui disent ouais, le numéro 6, d'où il sort? C'est qui joue? Oh, c'est moi. C'est qui joueur? Pourquoi vous l'avez pris? Il mérite pas d'être dans l'équipe. Donc déjà, j'avais toute la pression. Ouais. Ah, d'accord. Et deuxièmement, je vois ça. Tu vois. Et qui vient montrer ces messages-là? Le manager. Ah, on commence à le connaître maintenant. Il dit ouais, ce qu'il dit sur toi. Je dis ouais. Et là, je dis mais vas-y, efface. Il dit non, j'efface rien du tout. Je laisse. Tout va rester. Deuxième match, on joue contre le Sénégal. Et en fait, en gros, après ce match-là, mon père vient me voir à l'hôtel. Okay. Et en fait, j'ai senti que mon père, en fait, en gros, il avait plus de pression que moi. Donc, en fait, il m'a dit, en fait, en gros, ça va, tout va bien. Est-ce que ça va aller pour le match de demain?
Tu vois? Et moi, je lui dis, papa, t'inquiète, ça va aller. Tu vois, c'est moi qui devais rassurer. Et là, j'ai senti en fait que la pression, en fait, c'était tout le monde, toute la famille. Et là, ça s'est décuplé parce qu'en fait, c'était visible. On joue sur la chaîne nationale. Bref, c'était décuplé. Et est-ce que le fait de devoir rassurer ton père, ça t'a mis en confiance, Bah toi? ouais, déjà ça m'a fait du bien parce qu'en fait, c'est une posture en disant, Bah oui. c'est pas grave, j'ai raté un match, le prochain je vais réussir, tu vois. Et le prochain match, on joue contre le Sénégal. Alors juste avant le Sénégal, est-ce que objectivement t'avais raté ce match ou est-ce que c'était... Non, Non. objectivement, j'ai raté ce match, j'ai eu peur. D'accord, Tout ok. simplement, c'est ça. C'était en lien avec Voilà. justement ce que tu ressentais. Tu disais que Ok. la pression, donc tu as dit qu'il y avait la pression, bah ça c'est la pression où en fait j'ai clairement eu peur. Ah, et après le match du Sénégal, ça t'a... Et le match du Sénégal, j'ai fini l'un des meilleurs marqueurs. Incroyable. Donc en fait, c'est pour te dire qu'en fait, en gros, je devais passer par là pour pouvoir performer après. Tu vois, jamais j'aurais performé après si je n'étais pas passé par ce match-là, je le sais. Donc voilà. Et voilà, c'est pour te dire qu'en fait, au final, la pression elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Mais là, en fait, après cette pression mauvaise que j'ai eue, bah, la pression pour toutes les autres pour tous les autres matchs, elle était bonne. Donc, Parce que tu avais su gérer finalement la première pression, peut-être. parce que non j'ai su gérer. Ouais. J'ai su gérer, oui, mais en fait, c'est que c'était tellement une vague de pression intense que je n'ai jamais ressenti avant que je me suis dit, au final, je peux pas ressentir pire que ça. Ok. C'est impossible. Ah, mais bref, j'ai pas Ouais. dormi la nuit. Ah ouais. C'était horrible. Ah non, mais c'était dur, hein. Ah, mentalement, là, tu prends un coup. Et même, en fait, c'est que, tu sais, en fait, tu commences à culpabiliser. J'abuse, mais je veux dire que, bah, ta mère, tout le monde vient chez elle pour voir les matchs. Bien sûr, bien sûr. Tu te dis que ta tante a commencé à le critiquer, c'est sûr. Mais il est nul, ton fils. T'es sûr qu'il joue bien? Je comprends pas pourquoi il m'a pas des paniers, etc. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, tu penses à tout ça, etc. Ah oui. Et puis voilà, après le match du Sénégal m'a fait vraiment du bien. Mais ça veut dire aussi que, tu vois, tu viens de nous décrire là finalement tout ce à quoi tu as pensé quand tu étais dans la zone de stress, Ouais. zone de pression. Mm. Mais à quoi tu as pensé quand tu étais après le match du Sénégal, justement? Qu'est-ce que tu te disais? Bah en fait, après match, juste pour te dire, c'est que tu sais, avant les matchs, on fait un échauffement. Ok. Un échauffement, donc voilà, on fait des petits paniers, etc. Tout ça et tout. L'échauffement, je mets 0 panier. Je rate tous mes paniers. Match du Sénégal. Moi, Sénégal. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, je vais pas recommencer à faire ça quand même. Oh là là. Et mon père, il me dit, ouais, j'ai mis une casquette jaune, tu me verras derrière le banc. Rajoute encore de la pression. Donc là, honnêtement, je mets 0 panier. Je me dis, purée, mais là, ça va être compliqué. Et là, première action quand je rentre, je pars mon premier panier. Ouf, ça Ok. redescend. Et après, ça enchaîner. Et Mais ce qui pourrait être intéressant à comprendre, tu vois, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu rates tous tes paniers pendant l'échauffement et le moment où tu arrives à le mettre. Est-ce que tu vois ton père? Est-ce que... Non, en fait, le moment, en gros, bah, comme je t'ai dit, en fait, c'est que je suis sur le banc, je regarde le match, je regarde les tribunes et tout, et je me dis, en fait, mais je suis grave chanceux, en fait. Déjà, je joue dans mon pays, Ok. je suis dans l'équipe, et hier, j'ai fait un mauvais match, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ça? Donc il y a d'un côté la gratitude, mais aussi le relâchement, en fait. Le relâchement, je me dis, au final, tu te mets une pression pour rien. Même si t'es pas bon, ok, bon, c'est pas grave, mais tu pourras pas être bon, ne pas être bon tous les matchs. C'est Ouais. impossible, quand même. Ok. C'est pas possible. Ok. Donc tu as eu cette voix quand même dans ta tête qui t'a permis finalement de lâcher la pression. Exactement, négative, entre guillemets. exactement, de lâcher la pression négative et en fait, ben, je suis rentré et tout et puis voilà. Après, ça. Après ça a Ah ouais, là, découlé c'était- après. ah ouais, ça a découlé. Qu'est-ce qui ça- s'est passé ensuite? Sénégal gagné. Sénégal gagné, Meilleur marqueur, c'est ça? l'un des meilleurs marqueurs. Sénégal gagné. Après, en fait, du coup, on gagne tous les matchs. On perd en demi-finale contre l'Angola. L'Angola qui est l'une des meilleures équipes africaines Ok. avec plus de titres, etc. Et après, on joue le match de la 3e place contre le Sénégal. On rejoue contre eux. Et le problème de ça, en fait, c'est que nous, je pense que vu qu'on les a battus en match de poule, on s'est dit que ça allait être facile. Et eux, au contraire, ils ont un mindset différent. Bien On sûr. a perdu contre eux, il faut qu'on prenne la revanche. On a mal géré le match, on a couru après le score. Et là, je fais encore un bon match. Et là, le manager, à la fin du match, il vient me voir. Il me dit, ici, on a perdu le match, mais tu sais pourquoi je suis content? Parce que le président qui voulait pas te prendre, ben, pendant tout le match, il disait, donnez le ballon à Issif. Parce que j'ai fait un bon match. Donnez le ballon à Issif. Donc il m'a dit, pour moi, c'est ma victoire. Bon, on a perdu. Mais il était dégoûté, normal, tu vois. Bien sûr. Il m'a dit, c'est ta victoire, c'est là. C'est beau. Ouais. C'est beau. Donc voilà. Comment construire sa propre victoire dans une défaite? C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est canon. Ouais. Et après, alors qu'est-ce qui se passe là? On est quoi? On est en 2013, c'est ça?
On est en 2013, c'est ça, ouais. Ok. Donc après, je reviens en France, requinqué, je fais de club en club. Et du coup, en fait, ma fille, en février 2018, il y a la naissance de ma fille. Et en fait, pour te dire, c'est que avant, en fait, quand je jouais à Rueil la Maison, donc ça, c'était 2 ans après la CAN. D'accord. Je jouais avec un joueur qui s'appelle Moïse Diamé. Et ce joueur-là, en fait, en gros, il avait la particularité d'avoir un contrat qui n'était pas comme le nôtre. C'est qu'en fait, il travaillait et il fait du basket. D'accord. Et un jour, on va en déplacement. Je crois que je me souviens, c'était à Tremblay en France. C'était un déplacement, un match amical contre une équipe qui était en division inférieure. Et le coach, je dis, ouais, on attend Moïse, il arrive. Il a été un peu en retard à cause de son travail. Pas pour le dénigrer, mais en fait, pour moi, son travail, il était commercial. Voilà, un travail comme. Voilà. Pas pour dénigrer qui que ce soit. Et je parlais avec lui dans la voiture et tout. Je dis, ouais, mais Moïse, tu bosses dans quoi? Il m'a dit, ouais, je bosse à Renault. Je dis, mais tu fais quoi? Il m'a dit, ouais, je suis ingénieur automobile. Je dis, pardon? Qui est un autre métier, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, mais ah ouais? Il me dit, ouais, je suis ingénieur automobile. Je dis, purée. Il commence à parler et tout, etc. Tout ça et tout. Et lui, il me dit, j'ai fait le sens inverse. Toi, t'as fait le centre de formation et tout. Moi, j'ai voulu finir mes études. Et après, une fois que j'ai fini mes études, etc., et là, avec le club, on a une opportunité. Et puis voilà. Et c'est un très bon joueur. Deuxième piqûre. Donc ça, c'est la première piqûre en me disant, en fait, il y a un gars qui travaille, qui fait du basket. Et deuxième piqûre, c'est ma femme, en fait, elle rentrait du travail et en fait, elle me voyait devant les séries. Ok. Donc, je regardais Walking Dead. Ok. Je pouvais regarder 5 épisodes dans la journée, j'enchaînais. Et elle me dit, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai dit, j'ai regardé des séries. En détente en plus. Tranquillement. On voit pas le mal. Voilà, je mangeais mes petites pâtes devant la série, etc. Elle me dit, ouais, elle dit, ok. T'as fait que ça? J'ai dit, ouais. Je suis allé à l'entraînement aussi. Et après, elle me dit, mais tu sais qu'en fait, en gros, t'as 2 entraînements par jour. Donc, t'entraînes quoi, 1h30, 2 heures. T'as grave du temps. Donc, ok, tu peux regarder des séries, mais tu peux faire autre chose. Je sais pas, ça fait longtemps que t'as arrêté les études. Tu peux jeter un petit coup d'œil, lire un petit truc, lire des articles, des magazines, ouvrir un peu ton esprit. Bon, tu vois, on se braque un peu. Fais n'importe quoi, vas-y, de quoi tu parles, etc. Mais après, quand on y repense après, elle dit, purée, elle a raison. Une bonne technique managériale, finalement. Exactement, purée, elle a raison. Et donc voilà, et après en 2018, après la naissance de ma fille, c'est là que je me suis dit, il faut que je le fasse. Voilà, il faut que j'amorce ma reconversion pro. Même si ma carrière de sportif n'est pas finie, il faut que j'anticipe. On sait jamais ce qui peut arriver. Ok. Donc voilà, et puis... Donc 2018, t'as quel âge? 2018, j'ai 30 ans. 30 ans? Ouais, 30 Ok. ans. Et donc c'est là où tu as envie d'amorcer? Exactement. Okay. Ouais, c'est là que j'ai envie d'amorcer. Et puis voilà, je fais des recherches classiques, reconversion professionnelle pour un sportif, reconversion professionnelle classique, les 10 métiers qui recrutent le plus, voilà, etc. Les 10 métiers qui quoi? Qui recrutent le plus. Qui recrutent le plus. Exactement. Donc plutôt en CDI au départ alors, si je comprends bien. Ah ouais, plutôt d'abord en CDI, parce qu'en fait, en tant que sportif, en tant que basketteur, moi j'ai signé que des CDD. Mon premier CDI, je l'ai signé à 33 ans. D'accord. Ok. Donc pour moi, c'est avoir une stabilité, un CDI. Donc voilà. Et c'était quoi alors les 10 métiers Alors les 10 métiers, les 2-3 qui revenaient le plus, développeur web, data analyst et business développeur. C'était beaucoup axé start-up, etc. Okay. Et donc du coup, en fait, en gros, en parallèle, moi j'avais un projet de créer un site web, je voulais créer un business. D'accord. Et du coup, je suis tombé sur un développeur qui habitait pas loin de chez moi, où j'habitais avant, où je jouais. Et du coup, il m'a dit, vas-y, viens pas chez moi. Donc, on a échangé, etc., tout ça et tout. Et en parallèle, en fait, il m'a transmis sa passion. Pas transmis, mais en fait, c'est qu'en fait, il m'a dit, ouais, quand tu rentres, fais ci, fais ça, tu vas voir, fais un petit tuto, etc., tout ça et tout. Il m'a donné 2-3 petits billes. Ouais, en ce moment, là, lui, il était freelance. Okay. En ce moment, je travaille sur ce projet-là, etc., tout ça et tout, une application mobile et tout. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc, j'ai dit, vas-y, redonne-moi la liste là que tu m'as donnée. Il m'a donné la liste. Je suis rentré chez moi. J'avais 2 PC. J'ai mis YouTube. J'ai mis l'éditeur de code pour faire les lignes de code, pour faire les sites web, etc. Et puis, j'ai commencé. Et puis, j'ai dit, en fait, c'est pas mal. Ok. Ouais, j'ai dit, c'est pas mal. Donc, je me suis inscrit à une formation en ligne. D'accord. Ça s'appelle Open Classroom. Open Classroom, d'accord. Ça te parle? Ouais, ça me parle, ça me dit quelque chose. Et voilà, et j'ai fait ça en même temps que faire du basket. Ok. Donc voilà. Et là, on est en quelle année là? 2020, 2021? Ouais, j'ai fait ça de 2018 à 2020. 2018 à 2020, ok. Ouais, très dur. Donc formation en fait? Ouais, très très dur. Qu'est-ce qui était dur?
dur parce qu'en fait, en gros, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé. Ouais. Or que mettre des ballons dans les paniers. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Je suis pas du tout tech. Je connaissais rien à l'informatique, tu vois. J'ai pas le discours en disant oui, moi, quand j'avais 11 ans, je commençais à faire mes premiers programmes et tout. Il y avait rien de ça. Il y avait rien de ça. Ça veut T'étais dire que au playground, toi. Exactement, j'étais au playground. Et deuxièmement, c'est que j'avais mon PC pour regarder des séries, quoi. En plus, ouais, Voilà. c'est ça. Donc voilà, j'y connaissais rien. Donc Ok. là, je pars de zéro. D'accord. Donc voilà, et en fait, mon mentor, en fait, en gros, avant Open Classroom, t'avais 1 heure dédiée chaque semaine avec ton mentor. D'accord. Tellement qu'il voyait que j'étais déterminé, que je lui posais plein de questions, ça dépassait 1 heure et demie. Ouais. Mais il s'en foutait, parce qu'au final, il disait, ah, mais moi, ça me plaît. Il m'a dit, ceux qui sont pas déterminés, moi, je te dis la vérité, j'en savais que 30 minutes. Comme ça compense en fait de son On côté. échange par mail, etc. Ça et tout, mais toi, Ok. je vois, etc. Donc, des fois, je te montre des trucs, etc. Ça et tout. Je dis, ah, mais moi, fais, honnêtement. Et moi, je vais t'harceler. Hein, ne sois pas étonné. Hein, je vais t'écrire tout le temps, je comprends pas ça, Tiens-toi etc. prêt. Ça et tout. Ouais, tiens-toi, exactement, tiens-toi après. Et puis voilà, donc au bout de 2 ans, je finis. Et puis, la question se pose, maintenant, j'ai fini ma formation, qu'est-ce que je fais? Ah ouais. Est-ce que je continue encore le basket? Donc comment ça s'appelle concrètement ce que tu as obtenu comme diplôme ou comme Développeur certification? web, C'est front-end. développeur web. Ouais, en Ok. fait, c'est que dans le développement web, en fait, tu as 2 aspects. Tu as le Mhm. back-end et le front-end. Le front-end, D'accord. en fait, c'est ce qui est visuel. Par exemple, tu arrives sur Facebook, tu vois la barre de navigation qui est bleue. D'accord. Tout ce tu qui est vois visible, en Tout ce fait. qui est visible, tu vois. Le D'accord. bouton j'aime, etc. Alors que le Tu peux- back-end, c'est quoi? Le back-end, en fait, c'est que quand tu vas sur Facebook, en fait, en gros, tu te connectes. Quand tu te connectes, tu mets ton adresse mail et ton mot de passe. Et en fait, en gros, tout ça est stocké dans une base de données. Ah. Ok. Donc voilà, et en fait, ça permet, en fait, entre guillemets, de se rappeler, quand je mets mon adresse mail et mon mot de passe, ok, c'est ici qui se connecte. Hmm. Boum, etc. Ça fait le Ok. parallèle, tu vois. Ok, très Tu bien. mets une photo de profil, tu l'as changé, voilà, ça va dans la base de données, Ok. etc., etc. Ah, ok. Donc plutôt moi, côté front-end, côté visuel. D'accord. Et voilà, donc du coup, j'ai ça et je dis, qu'est-ce que je fais? Donc j'en parle un peu au président de mon club. À cette époque-là, je jouais à Pont-de-Cherruy. C'est en Isère et c'est pas loin de Lyon. Mhm. Et il dit, ouais, mais il doit y avoir des sponsors qui peuvent être intéressés pour faire des sites web, etc. Donc voilà, je dis, je m'en fous. Moi, gratuitement, pour l'instant, il faut que je monte en compétences, etc. Hmm. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes premières, entre guillemets, missions. D'accord. Mais tu sais, c'était un peu bancal, tu vois. Ça Ah veut ouais dire que, non, mais quand je dis bancal, ça veut dire que, tu sais, en fait, moi, j'avais vraiment envie, tu vois. Et des fois, les sponsors, tu sais, ils ont pas le temps. Hmm. Ces entrepreneurs, tu vois, ils ont pas le temps, ils ont leur business, tu les relances, etc., tout ça et tout. Ils vont te répondre une semaine après, oh non, j'aime pas ça, ah si, j'aime ça, etc., tout ça et tout. Donc le projet prend en longueur, en fait. Prend en longueur, et puis, mais c'était quand même pas mal, tu vois. C'était vraiment bien parce que voilà, je mettais en pratique ce que j'avais appris chez Open Classroom. Mais après, à un moment donné, je me dis non, il faut vraiment que voilà, j'apprenne des vrais process, que je progresse. Ok. Et pour progresser, j'ai plus mon mentor. Il faut quand même une personne qui soit plus senior que moi. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que je me dis qu'il faut jouer en 4e division, donc dans un niveau où je peux pallier travail et basket. D'accord. Donc je m'entraîne 2 fois moins. Donc au lieu de m'entraîner 2 fois par jour et des fois avoir 2 matchs par semaine, là je réduis à m'entraîner 3 fois par semaine Ok. et à jouer les week-ends. Tu vois. D'accord. Et voilà, ça me permet aussi d'avoir plus de vie de famille, Mhm. mais aussi de pouvoir en fait commencer à postuler. Bien sûr. Donc voilà, et c'est comme ça en fait que je postule et en fait et c'est là en fait que en postulant, c'est là que je vois en fait que être sportif, c'est parfois un atout. Ouais. Ouais. Le Parce qu'en mental fait- du sportif, je veux dire. En fait, c'est que je m'en souviens en fait, j'avais postulé pour chez Payfit Mhm. et en fait concrètement, j'envoie mon CV peut-être à 11h, j'ai une réponse à 11h03. Eh ben. 11h30, on cale une visio et me dit honnêtement, j'ai jamais vu un sportif qui postule, etc. Je suis juste curieuse pour savoir qui c'est. Ah, c'était sportif dans le titre, en fait. En fait, c'était dans mon CV. Ah ouais. Tu vois, dans mon CV, tu vois mon expérience. Oui, j'ai fait plus de, j'ai fait que ça. Donc voilà, donc là j'ai mis tous les clubs, tu vois. Extraordinaire. Donc voilà, tu vois, j'ai mis tous les clubs et tout, et elle me dit non mais d'où tu sors, voilà, etc. Donc là, c'était vraiment mon premier entretien, etc. Donc ça se passe bien, etc. Test technique, je me chie dessus.
boum, je rate tout. Ok. Voilà, ça arrive, etc. tout ça et tout, et elle me rappelle après, et même, tu vois, je sentais que, tu vois, quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, tu sais, qu'elle était déçue. Ah ouais, bon, ça n'a pas été concluant, mais en tout cas, c'est bien, je te souhaite, bonne chance pour la suite, etc. tout ça et tout, et puis voilà. Et puis en fait, ça m'a quand même donné de la force, parce que même si j'ai raté, je me suis dit, au final, voilà, c'est encourageant. Là, t'as été considéré, là, totalement. J'ai été considéré, mais c'était fou. Et en fait, en gros, c'est que, faire le parallèle, c'est que quand on est sportif, on a un agent qui nous représente. Donc l'agent va filtrer. C'est le mercato. Tu dis, voilà, moi je cherche un club ici, dans cette division-là, voilà, pour tant d'argent, bref. Donc lui, il va s'occuper. Donc il va contacter les clubs, etc. Il peut appeler un club, le club il va dire, ah moi j'aime pas son profil, pour moi il est nul ce jour-là. Il va filtrer, il va pas venir te le dire. Il va pas te le dire, bien sûr. Voilà. Il revient vers toi et dit, voilà, ici il y a des clubs qui sont intéressés, etc. Bon, tu me dis ce que tu en penses, etc. Là, t'es tout seul. Tu vois ton CV. Des fois, t'as pas de retour. Ouais. Tu te dis, purée. Des fois, t'as un retour négatif. Non, nous ne sommes pas intéressés, etc. Ça et tout. Et après, des fois, t'as des retours où en fait, après, voilà, ça passe par des tests techniques, etc., des entretiens. Mais en fait, c'est là que tu dis, en fait, en gros, je suis tout seul maintenant. Et ça, le switch, il est assez bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui le rend le switch bizarre pour toi? Bizarre parce qu'en fait, au final, on a un peu assisté, on va pas se mentir. Ouais. C'est que t'as un agent, l'agent s'occupe de tout en fait. Donc tu te retrouves finalement... ça m'est arrivé peut-être une fois où en fait j'ai échangé directement avec un coach en disant voilà, oui je suis intéressé, bon on fait comment, ok, j'appelle ton agent, etc. Mais sinon la plupart du temps en fait il fait le lien en fait entre nous deux. Ok, je comprends. Et là tu te retrouves à devoir tout faire. À devoir tout faire, devoir tout faire. Après, c'est pas fou en soi, mais c'est qu'on n'est pas habitué à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y en a plein qui font tout eux-mêmes, qui ont l'habitude de ça. Exactement. Mais pour quelqu'un comme toi qui a toujours eu l'habitude d'avoir quelqu'un qui filtrait, qui faisait un peu le job que tu fais aujourd'hui. Exactement. Ça fait un petit peu bizarre au départ. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'était ça un peu qui était un peu bizarre. Et puis voilà, bon, à force d'envoyer les CV et tout, voilà, j'ai eu mon premier CDI, comme je dis, à 33 ans. Ok. Pour une start-up parisienne. Et puis voilà, j'étais en plus, télétravail. Voilà, donc voilà, c'est vrai, j'ai vraiment eu des conditions que, voilà. Idéal. Exactement. Okay. Donc, et je n'oublierai jamais, en fait, j'avais appelé mon meilleur ami, Fadi. Ouais. Et je l'appelle, je lui dis ouais Fadi, j'ai été pris dans une boîte là et j'ai une question bizarre que je vais te poser. Sois pas étonné. Il me dit dis-moi comment je m'habille. Génial. Comment je m'habille parce que je sais pas. Ouais. Il me dit c'est quoi comme boîte? J'ai dit une start-up et il dit viens en pull, même en pull capuche, mais voilà, mais quand même propre, hein, même pas avec un jean troué, etc. tout ça et tout, un jean délavé et tout, voilà, il vient quand même propre. Je dis ok merci. Nous, on va à l'entraînement, toujours en jogging. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc c'est. Merci d'avoir fait un effort d'ailleurs aujourd'hui. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Excellent. Ouais. Ok, donc start-up, c'est ça, avec eux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu continues avec eux aujourd'hui ou tu fais autre chose? Après, en fait, je continue avec eux et puis voilà. Et donc, après, salarié aujourd'hui. Salarié aujourd'hui là. Okay. Et après, en fait, je continue avec eux et du coup, en fait, j'ai une opportunité pour en fait arriver entre guillemets. Lead développeur, donc chef des développeurs, entre guillemets. Je postule, pareil, au culot. Puis je suis pris. Donc voilà, je suis pris. Et puis là, on change encore de catégorie. Je dois manager une équipe. Ah ouais? Ouais, je dois manager une équipe. J'ai grave de responsabilités. En fait, c'est que là, j'étais dans une équipe où, en fait, la personne senior, c'est lui qui s'occupait de tout ça. Mm-hmm. Donc, j'étais, voilà, oui, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. C'est quoi les tâches que je dois faire, etc. Là, on change. C'est toi qui te dis, ouais, toi, tu vas faire telle tâche. Tu parles avec, par exemple, un alternant. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, d'accord. Si t'es bloqué, appelle-moi, etc. Tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Etc. Donc, on change et tout, etc. Et puis voilà. Donc, c'était vraiment cool. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que finalement, tu auras eu deux rôles déjà en entreprise. Tu auras eu le rôle du collaborateur et le rôle du manager. C'est ça. Waouh, en aussi peu de temps. En si peu de temps, ouais, c'est clair. Ouais. Et en fait, en gros, c'était... après, bon, je sais pas comment... En tant que manager, j'étais vraiment... je voulais pas montrer que j'étais vraiment, en fait, au-dessus. Je voulais pas du tout, en fait, en disant, voilà, tu fais ci, tu fais ça, etc. Par exemple, l'alternant, en fait, je lui disais... je vais pas te faire un truc, tu sais, les trucs où tu fais juste, tu vas copier des trucs, ou tu vois les trucs vraiment chiants. Donc mon but c'était qu'il progresse en fait.
Et en fait, des fois, en fait, je me mettais un peu en porte-à-faux. C'est-à-dire que des fois, il y avait des petites erreurs, on venait me voir, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais les régler, c'était l'alternant, etc., tout ça et tout, voilà. Mais, voilà, mon objectif, c'était vraiment, en fait, que tout le monde soit bien, en fait. Voilà. Tout le monde soit bien, c'était vraiment mon but, en fait. Voilà. Tu dis c'était, tu parles au passé, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus manager? Parce que maintenant, je me suis mis à mon compte. Ok. Donc voilà, félicitations. Donc en fait 3 rôles en fait en l'espace de 3 ans, si je comprends bien. Incroyable. Ouais, en l'espace de 3 ans, 4 ans, ouais, c'est ça. Parce que en fait, je compte pas la formation, c'est pour ça que. Oui, voilà, en l'espace de 3 ans, ouais. Je me suis mis à mon compte en fait, tout simplement parce que. Depuis combien de temps juste pour Depuis, non, c'est récent là, septembre. Ah, septembre. Okay. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Gros pas en avant là. Hein. Gros pas en avant. Là, il y a pas d'agent pour l'instant. Hein. Il y a pas d'agent aussi là. C'est dommage. C'est bien dommage, effectivement. Peut-être qu'on en crée, hein. Ça pourrait être une idée de métier. Exactement, ouais. Je pense que c'est une idée de start-up, ça. Ouais, c'est pas mal. Mais, en fait, je me suis dit, avec toutes les compétences et vu que j'ai baigné un peu dans le monde des start-up, en fait, ce que j'ai remarqué, en fait, c'était vraiment, en fait, que, aujourd'hui, en fait, en gros, tout le monde se lance. Voilà, tout le monde se lance à son compte ou monte sa boîte, etc. Mais en fait, t'as cette étape-là où, en fait, en gros, où t'es pas connu, où t'es pas visible, à devenir visible. Il y a plusieurs canaux, les réseaux, etc., tout ça et tout. Et il y a un canal qui est vraiment, on va dire, dominant, c'est Google, de nos jours. Donc, en fait, moi, ma mission, en fait, c'est vraiment, en fait, tu n'as pas de visibilité. Moi, je vais te créer ta visibilité. Et en l'espace de quelques mois, en fait, tu vas grimper dans le classement de Google pour être visible. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, sur un terme, donc un internaute tape sur Google, par exemple, studio de podcast. Du coup, en fait, en gros, si tu es en première place, tu vas avoir 30% des clics. Ok. En deuxième... À peu près, en moyenne, à peu près. D'accord, ouais. En deuxième place, tu auras 15%. Ok. Et en troisième place, tu auras 8% et quelques, etc. Waouh. Donc, ça veut dire que si tu es en première position, c'est très bien. Le top 3, c'est déjà plus 50% en fait. Et en fait, ça dépend du volume de recherche. Si le volume de recherche, par exemple, les termes que tu cherches dans la barre de recherche de Google, si par exemple le volume de recherche par mois, on va dire à 100 000, t'imagines 30% sur 100 000. Ouais. Donc après, maintenant, ça c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est vraiment que ton site soit beau, soit crédible, qu'il y ait des messages qui appellent à l'action et que ce soit bien architecturé, tout simplement. Okay. Donc voilà, il y a aussi un travail de copywriting, un travail d'architecture, de structure de l'information, etc., etc. Aussi d'avis client, ce qui est important pour être assuré. Donc voilà quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es à ton compte et tu fais ces deux sujets-là. Tu fais le référencement Google et tu fais aussi le site internet. Donc en front-end, maintenant je connais le terme. Attention. Hein. Donc c'est ça que tu fais en fait aujourd'hui. Exactement. Tu fais le site et après tu le références. Exactement, c'est exactement ça que je fais. Et en général, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas de visibilité en fait, ou qui viennent juste d'avoir leur structure, qui ont fait leur activité, ou sinon qui ont une activité, mais pour eux en fait, pour avoir de la crédibilité, avoir un site web, etc. Ou sinon, ils ont fait leur site web tout seul. Mais en général, quand on fait un truc tout seul et qu'on a une autre activité, on néglige un peu le site web. En fait, on fait un truc va vite, on ouvre sur Internet et point barre. Donc en fait, vraiment, c'est vraiment en fait de mettre la lumière sur l'entrepreneur, sur l'indépendant, pour qu'au final, le but c'est que ce soit une collaboration. Ouais. Donc le but c'est qu'il soit plus visible et entre guillemets qu'il ait potentiellement plus d'appels, plus de prises de rendez-vous et potentiellement on peut continuer plus de chiffre d'affaires. Okay. Donc voilà, bon, c'est pas garanti, hein, mais c'est pas ta promesse, j'ai bien compris. Ah non, on peut pas promettre ça. On peut pas promettre ça, en tout cas, pas à ton niveau. Ouais. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui te découvrent et qui aimeraient en savoir un peu plus sur comment travailler avec toi, c'est de comprendre quels sont les prix en fait, combien ça coûte de travailler avec ISIF sur ce sujet-là, justement. Quels sont les prix tout dépend en fait. Okay. Tout dépend. En fait, c'est vraiment au cas par cas, parce qu'en fait, tu as des besoins en fait qui sont. Je sais que c'est pas la réponse que les gens voulaient peut-être entendre. Je sais pas. Ouais. Ça dépend. C'est vraiment une réponse des référenceurs en général. Combien de temps ça va prendre pour être premier? Ça dépend. Okay. Mais en fait, non. Ça dépend. Si tu veux juste avoir une seule page. Okay. Tu vois, une seule page où tu mets tes services, tout ça, etc. Où tu auras plusieurs pages avec une partie blog, une partie qui sommes-nous, etc. Ça dépend en fait. Honnêtement, je pourrais pas donner un ordre de prix. Ça dépend du contenu et d'où on part. Des fonctionnalités, d'où on part. Si le site était déjà existant, il faut faire une refonte. Ou s'il faut partir de zéro, etc.
Ok, je comprends. J'essaie juste de me projeter un peu, tu vois, et je pense par exemple à ta phrase, tu as dit tout le monde se lance en ce moment. Ouais. C'est vrai que les statistiques sont favorables à ce que tu dis, et effectivement il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou même dans l'indépendance tout court. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que c'est toujours une notion financière. Oui. Et je me mets juste à la place de celui qui se lance. En fait, quel budget, tu vois, je suis prêt à allouer à ça par rapport au degré d'importance lié à ce sujet, parce que d'un autre côté, on sait que les réseaux sociaux peuvent être aidants pour se développer. Et tu vois, j'aimerais juste avoir ton regard d'expert maintenant aujourd'hui par rapport à ça. Ben, c'est une très très bonne question. En fait, le truc, c'est que quand tout à l'heure tu m'as parlé de prix, tu vas pas acheter quelque chose. Tu vas investir dans quelque chose. C'est un investissement que tu fais. Parce que dans tous les cas, en fait, le travail que je vais fournir, le but, c'est vraiment qu'il soit visible. Donc, si au final, tu passes de 2 appels à 12 appels, potentiellement, tu auras plus de clients. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là, en fait. Et puis, c'est vrai que, après, il y a beaucoup de, tu vois, tu peux faire de la location de site. Au final, ça veut dire que tout simplement, je m'occupe de tout. Et par mois, tu payes une somme qui sera moindre que payer en une seule fois. Donc voilà, en fait, on peut s'adapter parce qu'au final, j'ai un rôle de consultant. J'ai pas un rôle en disant, ben voilà, c'est comme ça, c'est fermé, etc. Mon but, c'est d'aider. C'est tout simplement ça. C'est de t'aider à avoir plus de rendez-vous. Potentiellement avoir plus de chiffre d'affaires. Oui, donc ça dépend pas de toi. ça va vraiment de la capacité de la personne à closer ou non ces rendez-vous. Exactement, voilà. En fait, voilà, on met toutes les billes pour que au final tu aies plus d'appels, plus de rendez-vous, plus de messages, plus de mails, tout simplement. Donc voilà quoi. Ok. Ouais. Ce que je me demande là, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte? Qu'est-ce qui m'a envie de me lancer à mon compte, c'est que... Parce que t'en avais marre d'être manager. Non, pas du tout en fait, pas du tout. Mais au final, tu sais, quand tu travailles avec un indépendant, en fait, c'est comme si tu manageais en fait au final. Bien sûr. Parce qu'au final, le truc le plus important, c'est vraiment de connaître son business. Et pourquoi il a créé ça. C'est quoi sa vision dans 10 ans, sa vision dans 3 ans, etc. Donc ouais, c'est vraiment pour moi de la collaboration. En fait, la question, c'est quoi déjà? Je suis perdu. Moi, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'indépendant? Parce qu'au final, t'as fait 3 rôles en l'espace de 3 ans. Tu vois, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui t'a attiré vers ça. Quelque chose qui m'a attiré, en fait, c'est déjà je suis quelqu'un, en fait, de base, qui aime beaucoup aider les personnes. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, tu sais, quand j'avais ce rôle de manager, tu vois, je voulais vraiment aider les gens. Voilà, tu arrives pas, t'es bloqué, voilà. Je suis là pour ça. Je suis pas dans le truc en final, débrouille-toi, va lire la doc, etc. Tout ça et tout. Et quand j'étais joueur de basket aussi, pareil, tu vois. Ça veut dire que des fois, moi, j'ai été dans la phase où, tout à l'heure, on en a parlé, où vraiment j'étais pas bien, etc. En fait, tu le vois aussi sur des coéquipiers. Donc je suis là à aider, t'inquiète pas, le prochain tir il va rentrer. T'inquiète pas, voilà, etc. Donc en fait, je me suis dit que en tant que manager, là, j'aide des personnes dans une même entreprise, mais en fait, j'aimerais aider le plus de personnes possible dans différents secteurs. C'est vraiment ça en fait. Il y a ça et il y a aussi le fait en fait de profiter de ma famille. Donc voilà, il y a aussi ça aussi parce qu'en fait, tu sais, plus on a un poste où on est responsable, plus l'emploi du temps commence à être serré. Tout à fait. Ça veut pas dire que là j'ai beaucoup de temps, c'est pas ça en fait, mais c'est vraiment en fait d'être à la maison. Oui, il y a une meilleure gestion du temps. Exactement. Enfin en fait, t'as le choix de décider quand tu travailles pas. Si tu veux travailler la nuit, ça te regarde. Exactement. Voilà, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord. Après voilà, tu fais ce que tu veux. Quand t'es manager d'une entreprise, en général, tu travailles de 6h à 20h pour ceux qui veulent donner l'exemple. Donc voilà, ça fait une grosse amplitude horaire. Et avec des coups de jus des fois, voilà. Pendant la journée, je comprends pas, ou il y a un bug ici, l'application ne marche plus, on peut plus se connecter, voilà. La pression. Donc boum. Et mais voilà, c'est vraiment le but en fait de vraiment aider les gens. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une stat comme tu l'as dit, qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais aussi une stat aussi, il y a beaucoup de personnes en fait après qui n'arrivent pas en fait à gagner leur vie. J'avais lu que c'était 20 000 euros le chiffre d'affaires moyen des indépendants en France. 20 000 euros le chiffre d'affaires moyen, c'est très faible. Exactement. Je crois que c'est moins que le SMIC, mais... Donc voilà, donc en fait, il y a ces stats-là, et en fait, en gros, nous, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est ce que je fais plutôt, ou quand je dis ce qu'on fait, c'est les autres consultants, c'est vraiment d'aider, en fait.
d'aider pour que À développer. à développer l'activité. Ok. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est donnant en fait. Donc voilà. C'est quoi les avantages du SEO, par exemple, du référencement naturel, Mm. par rapport à d'autres méthodes, justement, pour se mettre en avant? Tu dirais que c'est quoi? Ben, les avantages, en fait, c'est que, en fait, aujourd'hui, quand on fait une recherche, en fait, on va sur Google, en fait. C'est Google, en fait, aujourd'hui, c'est le leader des moteurs de recherche. D'accord. Si là, je te demande de me citer le second, c'est lequel? Oh, j'aurais dit Yahoo, mais j'en sais rien, en fait. C'est Bing, tu vois. C'est Bing. Donc d'accord. voilà, donc c'est pour te dire qu'en fait, Google, à ce jour, je crois que ça doit être 90 ou 95% de la part du marché. Donc là, ils D'accord. écrasent tout. Donc voilà. Et puis en fait, quand on fait une recherche locale, par exemple, studio de podcast à Bordeaux. Donc en fait, en gros, là, c'est localisé. Mais du coup, cette recherche-là, tu vas la faire où? Sur Google. Les ados d'une autre génération, les plus jeunes, ils vont peut-être chercher sur TikTok. Mhm. Donc voilà, en fait, en gros, le SEO n'est pas que pour Google. Dès qu'il y a une barre de recherche, c'est du SEO, c'est du référencement naturel. Tu fais une recherche. Ok. Donc voilà. Donc voilà, et en fait, en gros, être bien positionné sur des termes comme celui-ci, t'apporte une visibilité. Ok. Donc en fait, ouais, aujourd'hui, en fait, les canaux, en fait, voilà, je parle beaucoup de Google. Parce qu'en fait, Google, pour une activité, par exemple, d'indépendant, un artisan, il est plus sur Google que sur TikTok. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, quoi. Je pense à mon père, par exemple, avec qui on a une société dans le bâtiment, justement. Tu dirais que c'est quoi l'inconvénient du coup du SEO? Tu vois, si on essayait d'être objectif par rapport au truc, L'inconvénient en fait du SEO, c'est que ça peut prendre du temps. ça prend du temps parfois. Voilà, c'est ça en fait. C'est Ok. que en fait, en gros, tout dépend en fait du terme que tu veux cibler. Mais je pourrais pas te garantir que oui, dans une semaine, tu seras premier. Voilà, c'est juste ça ok. en fait, tu vois. Ok. C'est vraiment ça. Après, tu peux un peu dire oui, je pense que dans le mois prochain, voilà, vous serez tant. Mais C'est risqué. oui, c'est risqué parce qu'au final, ça dépend en fait. Ouais. Et aussi, Google, en fait, c'est comment dire ça, il y a l'algorithme se met à jour assez souvent. Ah ouais. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc À en fait, prendre il en faut compte. apprendre en compte, il faut rester à l'affût, il faut faire sa veille, etc. Donc voilà quoi. Ouais. Ok, très bien. Mais après, c'est l'inconvénient, mais l'avantage, c'est que si tu es bien positionné, Tu peux le rester longtemps. tu peux rester longtemps. Ok. Donc voilà, c'est ça. Ok. Et t'as déjà eu tes premiers clients ou pour l'instant t'es en recherche? Comment ça se passe Ouais, pour non, toi? ça va. J'ai déjà eu mes premiers clients. Ok. C'est vraiment cool. Voilà, ça se passe très bien. Ouais. C'est cool parce que même moi, en fait, au début, j'ai commencé en septembre et Ah ouais, je c'est tout m'attendais pas à avoir voilà, des clients, déjà d'une, et d'avoir des retours positifs. Ah, Je m'attendais chouette, pas. ça. Non, parce qu'en fait, je sais très bien que je suis un bosseur. Donc ça, c'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, c'est que voilà, je m'attendais pas à avoir voilà, déjà des clients. Aussi vite, en fait, aussi vite. rapidement. Voilà, aussi rapidement. Effectivement, je comprends ta surprise parce que on sait que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est de trouver des clients. Hein. Exactement. Le reste, on peut s'en sortir. Mais trouver des clients, c'est le nerf de la guerre et toi, tu les as trouvés assez C'est ça. rapidement. Mm. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours en pensant à ceux qui nous écoutent. Mm. Peut-être, si tu as envie de partager, comment tu as fait pour trouver ces premiers clients rapidement, justement? C'est quoi ton astuce? Ces premiers clients, en fait, en gros, c'est le cercle 1. Le cercle 1, c'est les amis, c'est les voisins, c'est Ok. le commerçant du coin, etc. Ok. Donc en fait, tu parles un peu de ce que tu fais. Et en fait, en gros, quand on est consultant ainsi, en fait, on a quand même un pouvoir. On va pas se mentir. Donc, c'est ça clair. veut dire que si on dit demain, si je travaille avec toi et qu'on arrive en première page, allez, qu'on arrive à la 3e position, tu auras potentiellement tant de clics sur ton site web. Ouais. Donc voilà, donc c'est assez vendeur, quoi. Ouais, il y a un côté attractif, en fait. Et exactement, c'est ça en Ok. fait. Et donc voilà, et donc du coup en fait, en plaçant des petites billes comme ça de part et d'autre, il y a aussi le LinkedIn Ok. qui est vraiment pas mal pour communiquer, D'accord. mais tout en restant authentique bien sûr, Ok. parce que pas commencer à raconter n'importe quoi en disant que oui j'ai fait tant de chiffre d'affaires ce mois-ci alors que c'est pas vrai. C'est clair. Donc voilà, donc oui il y a ces deux canaux, donc le bouche à oreille et LinkedIn. Ok. Voilà. Trop bien. Mm. Bon, c'est parfait. Peut-être une dernière question pour moi, c'est est-ce que tout au long de ton parcours, est-ce qu'il y a des séries ou des livres ou des éléments qui t'ont inspiré justement à garder la motivation ou à te dépasser? Ou est-ce que tu as eu un mentor, tu vois, autre
que tous ceux que tu m'as déjà cités. Peut-être Michael Jordan ou tu vois. Est-ce que tu as des références comme ça que tu pourrais nous partager et qui t'ont permis de garder la motivation? Garder la motivation, on va dire que... S'il y a quelque chose, hein. S'il y a quelque chose... C'est pas obligé qu'il y ait quelque chose. Hein. Alors, garder la motivation, en fait, je vais vraiment parler de mon premier cercle. Donc, mes amis d'enfance. Parce qu'en fait, en gros, quand j'allais en club, les seules fois où je revenais, c'était en décembre, pendant les fêtes de Noël, ou l'été. Et en fait, j'ai de la chance d'avoir des amis qui ont des belles carrières. Donc voilà, qui ont des beaux tafs, qui ont des bonnes situations. Et ça, c'est très inspirant. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ils ont vu mon évolution en tant que basketteur, mais moi aussi, j'ai vu leur évolution dans leur vie professionnelle. Donc chaque été, je reviens, je travaille ici maintenant, je fais ci, je fais ça. Et donc du coup, en fait, j'ai eu de la chance d'être dans ce cercle-là parce que c'était vraiment motivant. Et en fait, tu as des conseils ici, néglige pas les études. Ici, fais ci, ici, là en ce moment, dans ce secteur-là, à ce qui paraît, ça recrute beaucoup, etc. Donc en fait, je pense que vraiment, en fait, ma source d'inspiration, c'est vraiment mes proches. Tu vois, mon meilleur ami qui est gestionnaire de patrimoine, Fadi Zakaria, Marcel Nobonazi, qui est un très très bon commercial, David Huy, qui travaille dans l'informatique. Et d'ailleurs, en fait, David Huy, celui qui m'a lancé au basket. Ouais, c'est rigolo. C'est qu'un jour, il est venu vers moi parce qu'en fait, il était cuisinier. D'accord. Il était cuisinier et il me dit... Très dans des beaux hôtels, il me semble, non? Ouais, dans des très beaux hôtels. Shangri-La, etc. Georges V. Et il me dit, je vais arrêter parce que au niveau de la charge de travail et même les horaires, c'est difficile et tout. Et en fait, je vais me reconvertir. J'ai dit, David, viens vers moi, il faut que je te rende l'ascenseur. Bien sûr. Donc je lui dis, il y a ce secteur-là qui recrute beaucoup, etc. Ça et tout, fais cette formation, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Puis voilà, donc c'est comme ça qu'il s'est reconverti. Et donc il s'est reconverti aussi, la belle histoire. Voilà. Pas dans la même branche que moi, lui c'est plus pure informatique, mais voilà. Donc en fait, c'était vraiment une histoire de... Tu t'occupes du back-end, imagine l'histoire. Bon, tu sais que c'est pas ça, mais imagine. Back-end, on travaille ensemble, moi je fais le front, tu fais le back, et puis voilà. On a créé une boîte. Donc non, c'est vraiment mon réseau, hein. Bobo Fofana qui travaille dans la finance. Voilà, c'est vraiment en fait ma source d'inspiration parce qu'au final, au fur et à mesure des années, en fait, ils ont fait qu'évoluer. Donc en fait, c'est que tu dis, en fait, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Bien sûr, ça te tire vers le haut. En fait, cet environnement-là qui te challenge d'une certaine manière en te disant, nous on monte, t'as intérêt à monter avec nous, sans te le dire. Hein, mais... Exactement, sans me le dire, mais voilà, nous on est là quand même et on reste pas trop en bas. On avance, c'est ça, t'as intérêt à aller à Strasbourg, moi je te le dis. Exactement. C'est chouette. En tout cas, on les embrasse si jamais ils nous écoutent. On leur fait un coucou. C'est ça, exactement. À chacun d'entre eux. Est-ce que pour terminer, il y a une question que t'aurais aimé que je te pose, mais que je t'ai pas posée? Waouh, là tu me prends contre-pied, bien joué. Non, mais s'il y a rien, il y a rien. Ou quelque chose que tu aimerais partager pour terminer. Partager, si vous voulez qu'on échange, vraiment qu'on échange, je suis sur LinkedIn, ici Soumahoro. Donc Soumahoro, Soumahoro. Je le mettrai dans le lien, voilà. T'inquiète pas. Donc voilà, si vous voulez échanger avec moi, ce sera un grand plaisir, quoi, tout simplement. Et la promesse, c'est justement d'augmenter leur visibilité sur Google, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok, c'est chouette. Merci, Sif. Merci à toi.